Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui, c'est le segment Regard croisé avec Amanda Faki, fondatrice de Tennis Stratégie, firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique, et David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Amanda Faki, David Santarossa, bonjour. 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 Et bienvenue. Les sujets d'aujourd'hui, les 30 ans du référendum de 95, le sentiment anti-immigration au Québec, la question des élections municipales à Montréal et celle du français là, qui est liée, bien sûr. Et finalement, les tics de langage. Commençons donc avec les 30 ans, les commémorations là, du 30e anniversaire, si on peut dire, du référendum de 1995. David Santarossa, où en sommes-nous avec la question nationale au Québec 30 ans plus tard? La même question se pose en quelque sorte, on peut le dire comme ça. Donc manifestement, lorsqu'il y a, ça tourne autour de 35%, lorsqu'il y a quand même D'appui, ouais. 35% des gens qui souhaitent quitter un pays, ou du moins qui souhaitent en former un nouveau, c'est quand même pas banal là, sur le plan politique. Donc évidemment, on est encore loin du 50% plus C'est 1. pas énorme non plus, c'est ça. C'est pas énorme non plus, exactement, mais quand même, c'est pas non plus une minorité là, tu sais, qui tournerait autour de 10%, là, tu sais, puis qui serait une minorité négligeable. Donc, c'est pas négligeable, 35%. Donc, la question se pose toujours, les débats sont toujours présents, et avec un Parti québécois qui est élevé dans les sondages, on se doute qu'on se dirige vers ça, mais à nouveau, là, rien n'est joué, ça c'est certain. Donc oui, la question se pose toujours. Le débat a un peu changé, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Donc oui, on en est au même point 30 ans plus tard. Ben, le PQ trône dans les sondages, mais bizarrement, les gens veulent, on a l'impression, d'après les sondages, on commande toujours les sondages, mais les gens sembleraient vouloir porter le PQ au pouvoir avec un gouvernement Mhm. majoritaire, puis en même temps, ils disent on veut pas de référendum quand le PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon promettent un référendum. Il n'y a pas une espèce de, j'allais dire, une condition psychologique un peu particulière des Québécois qui veulent porter, un peu comme avec René Lévesque en 76 et 80, et même Mhm. Parizeau en 94, on leur donne le pouvoir, qu'on sait qu'ils vont faire un référendum, mais après on vote non. Je sais que les Québécois francophones en 95 ont voté à peu près à 60% pour le oui, là, mais somme toute, même en 80, en 40%, je veux dire, il y a quelque chose j'allais dire de dichotomique, là, mais c'est pas exactement le mot. Il y a quelque chose qui cloche, en fait, chez l'électorat québécois, ou est-ce que c'est peut-être moi qui s'imagine des choses? Je pense que vous avez raison, il y a quelque chose qui cloche, mais en même temps, euh, le, le, le 35% actuel, je pense qu'il est bas, c'est-à-dire qu'il sera plus haut dans un an parce que la question n'est pas encore clivante. Donc oui, on entend que le Parti québécois veut faire un référendum, mais en même temps, la question n'est pas encore posée, c'est pas encore débattu. Le Parti libéral reste très tranquille, j'ai envie de dire, sur cette question-là. Donc on n'en est pas encore là. Si je suis Paul-Pierre Plamondon et que dans un an, je suis encore à 35% sur la question de la souveraineté. Ça va être beaucoup plus inquiétant, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose, moi, que je trouve foncièrement. Ben, évidemment, c'est pas encourageant non plus. Je veux pas embellir les choses, mais je considère pas que que les dés sont jetés parce que la question ne se pose pas réellement encore. Amanda Faki, bon, les sondages, on vient de le mentionner, sont largement défavorables à un troisième référendum. J'imagine, je devine, ou je sais plutôt, que vous n'avez pas eu la chance de voter en 95. Moi non plus, d'ailleurs. Je pense que les trois, on n'a pas pu voter en 95 dû à notre âge. Comment est-ce que vous concevez la chose, Amanda Faki, 30 ans plus tard, après un référendum auquel vous n'avez pas pu participer, de un, et Alors, de deux... Oui, ben allez-y. effectivement, 95, je citerai l'agent orange, I was a proof of a concept. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de voter en 95, mais je partage le même constat. C'est-à-dire qu'en lisant ce sondage, moi, ce que je lis, c'est surtout une société dont c'est contradiction. Je lis un oui, mais pas maintenant, un peut-être, mais pas comme ça, j'y crois, mais j'ai trop peur. Donc vraiment, c'est un peuple tiraillé, On et je dirais tergiverse, hein. même, Ça n'a pas de fin. mais est-ce que c'est l'ADN du peuple québécois? J'ai envie de répondre par l'affirmative, donc Peut-être, on oui. veut, mais on ne sait pas, donc vraiment un peuple tiraillé. Mais si on se tient uniquement aux chiffres, moi ce que je vois, c'est que malgré la popularité du PQ, donc 43% chez les francophones, bah, le projet souverainiste, qui ne bénéficie pas d'un transfert automatique d'appui vers le référendum. Et ce que nous disent les données, c'est qu'on a 65% des répondants qui voteraient non
un référendum, 59 qui ne veulent même pas un référendum d'ici 2030, et 53% se disent inquiets à l'idée que le Québec devienne indépendant, et le tiers des péquistes également se disent inquiets d'une telle éventualité. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a effectivement une contradiction. Donc, on voit qu'il y a une appétence pour l'affirmation nationale, mais quand vient le temps de concrétiser ce grand projet, là, les gens commencent à être sur leur garde. Mais je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que ça vous inquiète l'indépendance du Québec? Les deux en premier, peut-être Amanda Fakir en premier, mais David Santosa par la suite. Alors, c'est une inquiétude au sens où les gains du Québec peuvent se faire à l'intérieur d'un cadre existant, donc au sein de la fédération. Maintenant, est-ce qu'il y a des gains qu'on peut obtenir davantage? Oui. Et je pense que ce cadre nous permet de rapatrier plus de pouvoirs. Donc, si on parle de l'immigration, moi, je suis d'avis qu'il faut qu'on rapatrie tous les pouvoirs en matière d'immigration. Mais le fédéral a dit non. Justin lui-même nous a dit non, catégoriquement, c'est fini. Ça, c'était Justin. Là, maintenant, il reste à négocier avec Mark. On voit que Mark, il se rapproche de plus en plus. On voit que les politiques qu'il met de l'avant frôlent un petit peu les politiques qui étaient présentées par le Parti conservateur. Donc, je pense qu'il y a une certaine flexibilité chez Mark Carney. Mais l'inquiétude, elle repose plutôt sur le saut dans l'inconnu. En ce moment, au sein du cadre de la fédération, je pense qu'il y a des gains qu'on peut gagner davantage. David Santarossa, est-ce qu'il y a une inquiétude de votre côté en ce qui a trait... En fait, je vais renverser la question. Est-ce qu'il y a une inquiétude envers rester dans le Canada pour le Québec? Donc, si on n'aurait pas de troisième référendum ou si on en aurait, on voterait non. Est-ce que ça vous inquiéterait de rester dans le Canada? Voilà, c'est-à-dire qu'on le sait, si on regarde la tendance historique, on le sait, c'est quoi l'avenir du fait français au Canada, là. C'est-à-dire que c'est une présence qui diminue de manière constante. Et le Québec ne va pas se faufiler dans cette tendance-là. Là. Ça s'applique aussi au Québec. Après ça, est-ce que le projet de souveraineté apporte des inquiétudes? La réponse, c'est oui. Mais c'est-à-dire, ces inquiétudes-là ne sont pas une finalité. C'est-à-dire que bien sûr que ça soulève des questions, et c'est normal que la population se pose des questions. Et là, c'est le rôle des politiciens, c'est le rôle de Paul Saint-Pierre Plamondon de faire un travail de pédagogue en quelque sorte et d'expliquer quels sont les risques. Parce qu'il y en a évidemment, comme dans n'importe quel projet, comme il y en avait pour Nordvolt ou autre. Donc, il y a des risques qui sont inhérents au projet, et voici le plan pour venir pallier ces risques-là. Donc, à nouveau, je considère que c'est tout à fait normal et rationnel d'être inquiet, mais il faut prendre ça en considération et essayer de convaincre les gens. Après ça, est-ce que c'est à coup d'arguments rationnels qu'on peut convaincre les gens sur des inquiétudes? J'en suis moins certain. J'ai bien l'impression que parfois ça relève du non rationnel, donc de l'instinct, d'une figure des fois paternelle, qu'on soit d'accord ou non avec cette idée-là. Là. Des fois, je pense qu'on peut se tourner vers ce genre de figure-là, qui peut être aussi une figure maternelle en quelque sorte, mais qui va être une figure rassurante dans tous les cas. Là. Passons au sentiment anti-migration au Québec. Je cite un article de la presse ici. Là. Un peu plus de la moitié des Québécois pensent que nous accueillons trop d'immigrants. Je pense de 51% plus précisément, d'après un dernier sondage, encore une fois. Et je crois qu'on parle de moins de 500 répondants dans le sondage, donc ça va prendre avec des pincettes. Mais le reste du Canada, 56% des gens répondent de la même façon. Et l'Alberta se distingue, d'après ce même sondage, avec un taux de 67% des répondants disant que, je cite ici, il y a trop d'immigrants. Je cite encore l'article de la presse. Jean-Pierre Corbeil, sociologue, nous dit « Cette dynamique s'inscrit dans la montée du conservatisme identitaire et des politiques d'extrême droite. » Fin de la citation. David Santarossa, j'ai l'impression qu'on blâme la montée du, je cite ici, le conservatisme identitaire et des politiques d'extrême droite, je le dis avec un petit sourire, comme étant la cause du sentiment soi-disant anti-immigration, quand j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. C'est les politiques d'immigration folles, pour le dire méchamment, mais disons déraisonnables, pour le dire plus politiquement correct, depuis plusieurs décennies, qui ont mené à ce sentiment conservateur, identitaire, supposément. Est-ce qu'on a inversé la cause et la conséquence ici? Ça me semble assez évident. D'un, on parle de politique d'extrême droite au Canada. C'est-à-dire lesquelles... faut-il et je vais parler pour le Québec, mais ça s'applique pour le Canada. Il n'y a aucun parti d'extrême droite au Québec ou sur la scène fédérale
Et c'est en fait, un des seuls endroits sur Terre où il n'y a pas de parti d'extrême droite vraiment représenté dans les institutions politiques là, démocratiques. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner dans un premier temps. Dans un deuxième temps, moi, ça me fascine, c'est-à-dire que considérer qu'il y a un trop grand nombre d'immigrants dans un pays, c'est avoir un sentiment anti-immigration. Or, dans mon esprit, un sentiment anti-immigration, c'est vraiment l'idée de haine, c'est l'idée de en vouloir zéro et même de peut-être renvoyer des gens dans leur pays d'origine. C'est ça un sentiment anti-immigration, mais de dire, écoutez, immigration, d'accord, mais pas n'importe quel seuil, c'est pas du tout un sentiment anti-immigration. C'est loin de ça même. Donc j'ai l'impression que cet article-là de la presse est venu totalement caricaturer les propos de beaucoup de Québécois et de Canadiens par rapport à l'immigration. Beaucoup d'inquiétudes légitimes dont on parle pas assez, là. C'est vrai que l'article de la presse ici me semble biaisé idéologiquement, mais le Devoir a écrit un article sur le même sondage qui, là je l'ai pas devant moi, mais qui était beaucoup plus équilibré, si je peux dire, beaucoup plus neutre et à mon avis beaucoup plus utile. Là, j'ai cité celui de la presse parce que, bon, il suscitait certaines émotions, mais c'est vrai que la presse donnait un certain angle à la chose. Amanda Faki, est-ce qu'on peut expliquer ce sentiment autrement que par les taux les seuils d'immigration élevés des dernières années ou peut-être même des dernières décennies? Moi, je suis entièrement d'accord avec David. Se questionner sur les politiques d'immigration, c'est pas être anti-immigration. Lorsqu'on dit que Mais un peu, 51%... soyons francs. Là. Je veux dire, ça fait 30 ans là, que, entre guillemets, je suis le débat. Depuis que je suis tout petit, j'entends ça. Puis à chaque fois que quelqu'un remet en question les seuils d'immigration, on lui lance au visage « Ah, vous êtes intolérant, raciste, islamophobe, ci et ça. » Ben, ça finit plus. On le dit entre nous, si je peux dire. Là. Mais soyons francs, publiquement parlant, si tu remets en question les taux d'immigration, qu'ils soient de 1 million ou de 1 par année en termes d'immigrants, on vous dit « Ah, mais non, franchement, il en faut toujours plus. » Alors, mais justement, c'est ce que je dénonce. Je dénonce que le simple fait qu'on se questionne sur les seuils d'immigration, sur les conséquences de l'immigration sur nos services publics, qu'on étiquette ça automatiquement à un repli xénophobe. Et ça, effectivement, c'est un poison dans le débat. C'est devenu presque impossible, effectivement, de parler d'immigration sans que on te colle l'étiquette d'extrême droite, de conservatisme identitaire. Et oui, c'est un fait qu'il y ait un lien entre croissance démographique et des services publics sous tension. Mais là où j'éprouve aussi un malaise, c'est qu'on utilise la figure de l'immigrant comme bouc émissaire pour tous nos enjeux liés à l'éducation, au système de santé. Il y a aussi cette notion de capacité d'accueil qui relève un petit peu de la pseudo-science parce que c'est un terme qui n'est pas mesurable, qu'on n'arrive pas à quantifier, qu'on martèle à maintes reprises dans l'espace public pour justifier des politiques qui visent à limiter le taux d'immigration. Il y a cet enjeu qui est rattaché vraiment à la rhétorique de l'anti-immigration, mais non, se questionner sur les seuils d'immigration, c'est pas faire preuve, ne devrait pas faire preuve d'une certaine xénophobie ou de la peur de l'immigrant. Le Québec, c'est une société très ouverte, on reconnaît l'apport économique positif de l'immigration. L'enjeu, c'est, voilà, ok, on a des immigrants qui viennent s'installer chez nous, il y a tout cet enjeu qui touche l'intégration linguistique, économique, civique. On a des enjeux qui sont aussi liés à l'islamisation. Bon, hier, j'ai écouté une entrevue d'une directrice d'une CPE qui est Fatima Aboubakar. Voilà, Fatima Aboubakar. Je crois. Et je vous avais effectivement, je vous avoue que j'ai sursauté en apprenant qu'on servait de la viande halal à nos bambins. Alors que la viande halal, voilà, c'est une viande qui est associée à la confession musulmane, qui n'a pas... On faisait la même chose pour la nourriture cachère, pour être franc. C'est pas nouveau, en fait. Absolument, absolument. Bon, vous avez mentionné la capacité d'accueil. Il y a un article de Rima El-Khoury, je crois, dans la presse, encore une fois, qui a été publié aujourd'hui ou hier. Ça paraît que j'ai l'application de la presse sur mon téléphone, qui parlait justement de la capacité d'accueil. Comme vous avez dit que c'est pseudo-scientifique, mais j'ai envie de vous dire que les seuils d'immigration, la façon dont on les établit sont aussi
pseudo-scientifique. Personne n'est vraiment capable de nous dire quel seuil est le bon et pourquoi et comment. Et surtout qu'on met tout ça dans un sac, dans le sens où on nous sort un chiffre, je sais pas, de 80 000 permanents par année, plus 200 000 temporaires, plus un autre 200 000 des demandeurs d'asile. Mais personne nous parle exact. Ça va pas plus loin que ça, comme si un immigrant de France était le même que quelqu'un qui vient du centre de l'Afrique. C'est pas un peu pseudo-scientifique aussi, là, les supposés seuils et la capacité d'accueil? Je pose la question aux deux. C'est vrai que c'est assez difficile de quantifier la chose et de délimiter la chose précisément, mais ça me semble être assez intuitif comme concept, dans le sens où quand 80%, ou je me rappelle plus exactement des taux, là, mais l'immense majorité des étudiants dans les écoles de Montréal sont soit immigrants ou d'enfants d'immigrants, on se dit, mais ils s'assimilent ou ils s'intègrent à quoi si c'est pas d'autres immigrants rendus là? Donc, c'est un exemple parmi d'autres. On peut se dire que le seuil là, ou la capacité a été dépassée. Ça me semble pas si pseudo-scientifique, finalement. Oui, Oui, ben, je peux démarrer là. David, vas-y. D'accord, merci. Voilà. En effet, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre un chiffre précis? Probablement pas. Moi, j'étais de passage à l'Assemblée nationale dans les dernières semaines pour parler de ça, et j'évoquais les chiffres que vous soulevez, Philippe, euh, à savoir, selon le portrait socioculturel des écoles de Montréal, on parle dans la majorité des écoles à Montréal, la majorité des gens sont issus de l'immigration récente. Donc, à nouveau, c'est ça, c'est-à-dire que est-ce que dans ces circonstances-là, l'intégration est possible? La réponse, c'est non. Et ça ne procède pas d'une longue réflexion et d'un long calcul. Ça tombe sous le sens. Et, euh, et parce que Mais de le justement, dire si on, ouvertement aujourd'hui, c'est quasiment révolutionnaire, là. Presque. J'exagère. oui, exactement, parce qu'il faudrait finalement avoir faire de longues études dans un laboratoire avec des murs blancs pour identifier ça prend combien de personnes pour qu'il y ait une véritable intégration, alors que là, c'est-à-dire qu'on on coupe les cheveux en quatre, là, c'est-à-dire que, écoutez, s'il y a des écoles, et c'est le cas là, où il y a 100%, c'est-à-dire, peut-on s'entendre au moins sur le fait que lorsqu'il y a 100% d'élèves issus de l'immigration dans une école, on ne peut pas parler d'intégration à la culture québécoise? Eh bien, si on ne peut pas s'entendre là-dessus, je me demande sur quoi on peut s'entendre au final. Donc, partons de là, partons de dire, ben, regarde, s'il y en a 100%, on peut pas parler d'intégration, et ça me semble être, dans un premier temps, un bon premier pas à entreprendre dans cette discussion. Amala Fakir? Oui, bah, je dirais la capacité d'accueil, c'est un concept qui est très élastique, hein, qu'on l'utilise à toutes les sauces, qu'on a accueilli massivement les Ukrainiens. Je ne me souviens pas qu'on ait invoqué l'idée de la capacité d'accueil. Donc moi, j'ai un enjeu quant à l'instrumentalisation de cette soi-disant notion, mais effectivement, on peut pas faire fi. Voilà, David, tu parlais tout à l'heure j'imagine, l'homogénéisation des différentes cultures dans nos écoles à Montréal. Effectivement, ça pose problème sur l'intégration. Quand tu as des élèves qui parlent majoritairement en créole ou en arabe, effectivement, on a un enjeu quant à l'intégration de nos élèves à la culture québécoise, à la culture francophone. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un enjeu qu'on devrait absolument, et faut que ça soit une priorité, qu'on doit remédier absolument. Mais moi, mon enjeu, c'est vraiment cette notion de capacité d'accueil qui est plutôt une volonté d'investir dans nos infrastructures. C'est plutôt un seuil de tolérance. Mais il y a pas un, je vais le dire très, comment dire, brutalement, là, mais il n'y a pas un simple calcul démographique à faire au-dessus d'un nombre annuel qui serait peut-être pas facile à établir, mais à mon avis pas si difficile non plus. Entre guillemets, oui, on sait que ça va être trop dans le sens où de un, on peut plus les intégrer, de deux, les services publics commencent à être débordés, et de trois, il faut commencer à se poser la question, est-ce que les bénéfices de cette immigration après avoir dépassé un certain seuil, du moins, commencent à être plus lourds, ou du moins dépassés, à être inférieur, excusez-moi, aux coûts, aux frais, et on parle même pas de la cohésion sociale, là, je parle que d'un point de vue, disons, économique. La cohésion sociale est pas facilement chiffrable, mais ça compte aussi. La capacité d'accueil me semble assez évidente dans ce cas-là, non? Bah, d'un point de vue strictement statistique, effectivement, En 30 on peut secondes, réaliser excusez-moi. des études. Oui, on peut réaliser des études et les démographes, il y a une division de la démographie qui se penche là-dessus. L'enjeu, c'est qu'on a un petit peu dissocié aussi le volet économique du débat politique. C'est un concept, c'est très politisé comme Ben, comme tout, concept. hein. Donc,
comme tout, effectivement, et pour répondre à ta question, Philippe, quant à les seuils que l'on fixe, effectivement, ça relève malheureusement du ressenti. On a l'impression qu'il y a cette surenchère de qui va imposer le seuil le plus élevé dans l'espace public. Sur ce, on va à la pause. Après la pause, élection municipale de Montréal et les tics de langage. De retour à la question d'actualité, restons sur le sujet de l'immigration, mais dans le contexte municipal. Je résume, même les candidats principaux à la mairie de Montréal pensent tous que l'immigration est essentielle à la ville. L'Amanda Fakii, comment expliquer cette divergence? On vient de parler là, des Canadiens et des Québécois qui sont au-dessus de 50% à dire que les seuils d'immigration sont trop élevés, alors que, du moins dans le contexte municipal, ici, l'élite politique nous dit qu'il en faut plus, ou du moins qu'on ne peut pas vivre sans. Comment est-ce qu'on explique cette divergence entre la classe politique et ce qu'on appelait à l'époque le peuple? Alors, effectivement, ma première réaction quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, mon Dieu, mais quel décalage entre la réalité et les chiffres que les trois candidats ont sortis. Ensuite, j'ai analysé la question un peu plus en profondeur, parce que c'est trois questions qui ont été posées aux candidats. Il y avait une question sur la provenance des immigrants à Montréal, une autre question sur la langue parlée, et la question c'est quel est le pourcentage des gens qui parlent français à la maison, pas dans la ville de Montréal, mais sur l'île de Montréal. Parce que je me suis posé la question, comment ça se fait que les trois candidats, ils avaient des résultats qui convergeaient. Donc il y avait un qui disait 60, l'autre 65, l'autre 70%. Ben, je peux vous le dire ici, là, pour la question posée, Soraya Martinez-Ferrada estime à 60% de la population montréalaise sur l'île de Montréal, comme l'a dit, là, pas que la ville, qui parle français à la Montréal, parle français à la maison, pardon. Luc Rabouin, 70%, Craig Sauvé, 65%. Je sais pas pourquoi on n'a pas posé la question aux autres candidats, mais la bonne réponse est de 43%. Donc, les trois ont largement surestimé le pourcentage de la population sur l'île de Montréal qui parle français à la maison. Alors, ce sont trois candidats qui se présentent à la mairie de la ville de Montréal. Parce que si on leur posait la question sur la ville de Montréal, ils n'étaient pas loin. La réponse est 63,8%. Sur l'île de Montréal, effectivement, c'est parce que ça inclut le West Island aussi. Hein. L'ouest de l'île. Exactement, parce que voilà, c'est ça, on a une constellation de municipalités qui sont diffusionnées. On a Westmount, des Ormeaux, Beaconsfield, où on a une majorité anglophone qui va automatiquement tirer les chiffres vers le bas. Donc je dirais que c'est une question qui a essayé de tondre un piège à nos candidats. Ils sont tombés dans le piège, mais il faut faire attention, il y a une distinction entre l'île de Montréal et la ville de Montréal. Maintenant, l'autre question, c'est effectivement, il y a un déclin de la langue française à Montréal. Donc la question, c'est pas si, la question, c'est à quelle vitesse et qu'est-ce qu'on fait maintenant. L'autre débat aussi, c'est quel est le meilleur indicateur pour nous donner un portrait juste de la situation linguistique à Montréal. Bon, les démographes, ils ne s'entendent pas sur le meilleur indicateur, mais les indicateurs qu'on entend le plus souvent, c'est la langue qu'on parle le plus souvent à la maison, la langue de travail, la première langue officielle, notre langue maternelle. Mais même si on prend individuellement chacun de ces indicateurs, on voit qu'il y a une tendance qui est à la baisse. David Santarossa, bon, vous en avez parlé à l'Assemblée nationale, du moins lors d'un comité en ce qui a trait à l'immigration. Ici, on lie l'immigration et le fait français à Montréal. Comment voyez-vous la chose? Quelle est la dynamique, en particulier sur l'île de Montréal ou la ville de Montréal, comme je dirais, en fait, dans la grande région de Montréal, de nos jours, la dynamique entre l'immigration et la langue, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, souvent, on va parler de ces chiffres-là en disant, ah oui, mais ça, c'est la langue parlée à la maison. Mais ces gens-là, souvent, sont bilingues, voire trilingues, et, par exemple, ils sont capables de parler français. Et après ça, après ça, on va dire, ben écoutez, on n'a pas à se mêler de ce que les gens font dans le privé à la maison. Et on aura en partie raison de dire ça. Par contre, une langue, c'est quelque chose de vivant. Et ce chiffre-là de la langue parlée à la maison doit être vu non pas comme un indicateur sur lequel on doit
un indicateur qu'on doit changer, qu'on doit modifier, parce que justement, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais c'est un indicateur qui représente quelque chose, qui représente justement la vitalité d'une langue, parce que la langue qu'on parle à la maison, va être fortement corrélée, par exemple, avec les produits culturels qu'on va consommer. Donc, évidemment, si on parle en français à la maison, on a plus de chances d'écouter de la musique en français, de lire des journaux en français, etc., etc. Donc, donc oui, c'est un indicateur qui parle. Et ça, on commence à le voir, c'est-à-dire que le français, oui, peut être maîtrisé par plusieurs personnes, par des immigrants, mais est-ce qu'il est intégré dans le quotidien? Est-ce que c'est une langue vivante? Est-ce que c'est une langue qu'on utilise au-delà du travail ou lorsque finalement on est obligé de le faire? Ben, c'est là les questions qui sont intéressantes et j'ai pas l'impression que c'est le cas. En fait, c'est pas une impression, là. Les chiffres culturels qui ont été dévoilés, je pense, par l'Institut statistique du Québec, là, indiquent que ça va pas bien pour la consommation culturelle, politique en français, là. Mais c'est pas que dû à l'immigration, du moins même à la maîtrise ou non du français. Là, même les francophones consomment la culture américaine de façon abondante, si je peux dire. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais justement, je vais vous poser la question, est-ce que d'autres facteurs que l'immigration qui affectent le français à Montréal, la vitalité du français à Montréal? Euh, ben, je pense que ce qu'on appelait à une certaine époque les Canadiens français, les Québécois d'ascendance canadienne-française, ont aussi une part de responsabilité là-dedans. Donc, normalement, c'est eux autres qui doivent Mais ils quittent. tenir. C'est ça qui Ils arrive, c'est qu'ils quittent. quittent Montréal de plus en plus. Ça contribue à l'anglicisation d'une certaine façon. Absolument, absolument. Donc, oui, les chiffres qu'on voit, en fait, sont très proches de ceux qui sont d'origine canadienne-française. Donc, ceux qui parlent français à la maison, c'est principalement ceux qui sont d'origine canadienne-française. Et les immigrants parlent souvent une tierce langue à la maison, on le sait, et, et aussi l'anglais. Donc, oui, je mets une part de responsabilité sur la majorité historique francophone. Il faut être lucide par rapport à ça, là. Amanda Alors Faki. Ouais, oui, oui, allez-y. oui, j'aimerais ajouter un point là-dessus. Ben, la ville de Montréal, c'est aussi un hub économique. On est quand même la troisième ville en importance en termes d'organisation internationale, et ça aussi, c'est une grande fierté. Ce que je constate, et ça aussi, c'est peut-être anecdotique, mais je l'entends souvent, quand on est dans le milieu du travail, qu'on est assis autour d'une table, et puis on a une majorité d'anglophones, et puis on est une majorité de francophones, et puis on a peut-être deux, trois anglophones autour de la table, c'est quelle langue qui sera parlée? C'est l'anglais. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu où on sent que nous, les francophones, on a toujours cette obligation d'accommoder l'autre pour qu'il puisse nous comprendre. Et souvent, on constate qu'il y a un manque d'intérêt de la part de certains collègues anglophones à prendre le soin de maîtriser ou bien juste de développer une certaine connaissance de la langue. Mais une des raisons, c'est pas uniquement l'immigration, c'est aussi la langue de travail. On sait qu'environ 70% des travailleurs utilisent principalement le français au travail. L'anglais gagne du terrain. Montréal, c'est un hub en intelligence artificielle, en aéro. Donc, bien entendu, il y a aussi ce facteur qui entre en ligne de compte. Mais je vais inverser la chose. C'est anecdotique, mais j'ai déjà travaillé dans des entreprises où tout se faisait en anglais. Et pour être franc, j'étais pas capable de les blâmer de le faire en anglais parce que 90% peut-être même, des employés et des gestionnaires étaient soit immigrants, soit anglophones, majoritairement immigrants en fait, là. Et donc, la langue naturelle qui s'imposait était l'anglais parce que c'était à peu près la seule qui était maîtrisée par tous, incluant les francophones, incluant des Français de France. Donc, la langue commune était de facto pas le français, donc l'anglais. Et je rajouterais ceci, quand je dis je peux pas les blâmer, c'est que la plupart des personnes immigrantes qui travaillaient, immigrantes de première génération, ça veut dire qui sont nés à l'étranger, je parle pas d'enfants d'immigrants ici, qui ont probablement été à l'école en français, donc c'était principalement des immigrants qui venaient d'arriver, ou du moins depuis quelques années, et ils faisaient tous un effort considérable individuellement pour apprendre le français. Et je donnais c'est très anecdotique, là, mais je me rappelle, c'est une dame iranienne qui, quand elle a compris que j'étais un Québécois d'ascendance canadienne-française, comme David disait, elle me prit par le bras en me disant « Mais t'es un vrai Québécois », comme si c'était le premier qu'elle rencontrait. C'était pas méchant, au contraire, elle le disait avec un sourire, comme elle était contente de finalement pouvoir côtoyer un Québécois d'ascendance canadienne-française. Et là, j'ai compris qu'en fait, elle en côtoie absolument jamais. Donc, peu importe les cours de français qu'elle va prendre,
les Québécois portent le français avec eux, et si quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui s'installe ici, ne côtoie pas de Québécois, mais c'est peine perdue. Et c'est pour ça que je reviens à l'immigration, dans le sens que on parlait de capacité d'accueil, là, on revient à ça, mais c'est ça la capacité d'accueil, c'est quand finalement les immigrants s'intègrent à d'autres immigrants, on peut pas leur en vouloir après de pas vraiment soit connaître le Québec, ni ensuite le porter dans leur cœur, si je peux dire, non? Amanda Faki? Entièrement d'accord avec cette lecture. Effectivement, si on veut apprendre à maîtriser la langue d'une société, il faut bien qu'on se frotte aux gens qui viennent de là. Non, effectivement, c'est ces deux phénomènes qui vont de pair. Donc la maîtrise de la langue et l'immigration. David Santarossa, vous avez enseigné dans les écoles montréalaises. Est-ce que ce que je viens de décrire est étranger à votre expérience, si je peux faire le jeu de mots? Oui, non, vous avez absolument raison. Et c'est, en fait, c'est aussi l'ambiguïté du terme québécois. Hein. Donc, le terme québécois est à la fois un terme national, est un terme Républicain, ouais. provincial aussi, mais c'est aussi un terme ethnique. Et lorsqu'on travaille dans les écoles de Montréal, on se rend bien compte que c'est un terme uniquement ethnique. Et parce Surtout que au jeu des immigrants, en fait. exactement. Donc et moi j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé dans la banlieue de Montréal, et même en banlieue de Montréal, lorsque j'évoquais par exemple une personne d'origine immigrante qu'elle était québécoise, ben c'était vu comme une insulte. Et elle disait non, je ne suis pas pardon, si je disais que c'est une personne québécoise, elle prenait ça comme une insulte en disant je ne suis pas québécois, je suis par exemple d'origine haïtienne, libanaise, etc. Même si par exemple elle n'avait même jamais mis les pieds dans le pays d'origine de ses parents, là. Donc, le terme québécois était fortement connoté sur le plan ethnique et même souvent connoté négativement, j'ai envie de dire. Là. C'est très, si Allez-y, je peux me allez-y. permettre, Oui. c'est très intéressant ce que tu dis, David. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Petite histoire, donc je suis d'origine marocaine, sri-lankaise. On est venu ici quand j'avais 7 ans et je côtoie encore des amis qui sont issus de l'immigration. Et puis on dirait cette allergie avec le mot québécois, comme s'il y avait je sais pas, comme s'ils se ne projetaient pas comme un membre à part entière de la société québécoise. Et je dirais qu'au-delà des enfants, des jouvenceaux, des adolescents qui ne se sont pas interpellés par la, la nationalité québécoise, bah, je le vois aussi auprès des adultes. Et c'est quelque chose de très préoccupant. Mais, si je peux me permettre, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, qui découle de la naïveté du multiculturalisme canadien qui pensait qu'une espèce de nationalité basée sur des droits communs serait suffisant, quand en fait les racines de l'identité de tout peuple, toute culture, tout homme, tout individu va tellement plus loin qu'on s'est dit qu'on a qu'à créer une espèce de multiculturalisme juridique et tout va bien aller. Et là, on se rend compte, et c'est aussi vrai du Canada anglais, parce que les mêmes tensions identitaires traversent le Canada anglais, où on a des gens d'ascendance britannique, si on peut dire, là, qui ont une appartenance au Canada et à la limite aux racines britanniques canadiennes qui sont enracinées, si je peux dire, tandis que des populations immigrantes récentes, elles se voient canadiens ou canadiennes, disons, dans un texte plutôt juridique, dans un contexte juridique, mais identitaire à peu près pas du tout. Là. C'est pas une naïveté profonde en ce qui a trait à la nature humaine de croire qu'on pourrait simplement, j'allais dire, assimiler, intégrer des peuples qui viennent des quatre coins de la Terre, surtout dans la masse qu'on connaît. Après, dans des chiffres beaucoup moindres, à mon avis, quand on parle d'individus, tout est possible, mais quand on parle des masses, tout devient impossible en termes d'intégration. C'était pas un peu naïf, comme je dis, au final, les deux, Amanda Faki en premier, David Santarossa par la suite. Bah, c'est vrai que ce genre d'aménagement linguistique, ça pose question. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de mes fonctions, il y a quelques années, je voyageais à travers le Canada et je vais être très brutal. Le premier choc culturel que j'ai vécu de ma vie, à noter que je viens du Maroc, que j'ai visité la Chine également, ça a été Brampton, donc en Ah, en Ontario. Ontario. Et j'étais choquée de voir, j'avais la même réaction que ton ancienne collègue Philippe Iraniel. La fois où j'ai vu qu'il y avait un Canadien, Caucasien. c'était caucasien, voilà, ça a été un choc. Mais je vous avoue que Brampton,
sidéré de voir une certaine ghettoisation, voilà, je vais le dire. Il y avait, c'est une ghettoisation culturelle. Brampton, juste pour vous donner un aperçu, c'est 53 de la population qui est issue de l'immigration et forte immigration issue des pays de l'Asie du Sud. Mhm. David Donc Santosa? oui, je dirais. Ouais. Oh, pardon, finissez. Ok. Oui, pardon. Bah non, vas-y, David. Euh, C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est il y a une compétition dans le sentiment d'appartenance ou même dans l'allégeance à une société. Nous vivons dans des sociétés, dans des temps, même si on a l'impression parfois que ça va pas bien, dans des temps relativement calmes, sereins. Donc le Canada n'est pas véritablement en guerre. Donc, on peut se permettre justement que des personnes au Canada s'identifient davantage à leur pays d'origine. Or, dans un avenir plus ou moins lointain, à moyen et long terme, disons, ben, on pourrait s'imaginer justement que le Canada est en guerre avec un pays X pour différentes raisons. Et c'est là la question qui va être La soulevée, question de c'est-à-dire l'allégeance. exactement. Donc, quelqu'un qui se dit, ben oui, j'habite au Canada, mais je ne suis pas Canadien, c'est-à-dire je m'identifie dans un premier temps à un pays autre. Ben là, lors d'une situation de guerre, qui va arriver un jour ou l'autre, là, j'ai de la misère à imaginer qu'on va vivre dans des temps évidemment, je le souhaite, bien entendu, je ne souhaite pas la guerre, je souhaite des temps de paix, mais en même temps, soyons lucides et reconnaissons que l'histoire du monde n'est pas terminée et il y aura probablement d'autres guerres. Ben, qu'est-ce qui va arriver dans ces situations-là? On le voit d'une certaine manière avec la question d'Israël et de la Exact. Palestine. Euh, on a, comment dire, ce conflit-là s'est Importé, inséré hein. et importé, merci, je cherchais le terme, au Canada, mais le Canada n'est pas est peut-être impliqué de manière indirecte dans ce conflit-là en prenant peut-être trop un côté ou de l'autre, là, c'est pas à moi de le dire, mais il n'est pas impliqué de manière directe, alors qu'il pourrait être impliqué directement dans un autre conflit. Et là, justement, la question de l'allégeance va se poser, je pense, d'une manière ou d'une autre dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et c'est là que ça va être problématique. Ben, je prendrai l'exemple de Jacques Chirac, si je me rappelle bien, ou c'était Mitterrand, là, j'ai un blanc, mais lors de la première guerre d'Irak, en 91-92, qui avait décidé de ne pas suivre les États-Unis en grande partie à cause qu'il avait peur de la réaction de la population arabo-musulmane en France, qui aurait pu être mauvaise, pour le dire ainsi, étant donné que ça aurait été une guerre contre un pays arabo-musulman. Et à chaque fois qu'il y a des troubles en Israël, Palestine, eh bien, la France est en état d'alerte pour les mêmes raisons, grosso modo. Et je pourrais se nommer des anecdotes, là, mais je connais plusieurs Français de différentes confessions, d'ailleurs, là, qui le ressentent quotidiennement. Et d'ailleurs, les tensions sont très élevées en France en ce moment, en partie à cause de ça, les tensions entre groupes, bon, principalement musulmans et juifs, là, mais pas que. Donc, la question se pose déjà. Mona Faki, peut-être vous voulez conclure là, sur le sujet avant qu'on passe au tic de langage. Oui, bah, très rapidement, c'est un point qui est fondamental, la question de l'allégeance. En temps de guerre, tu vas te battre pour nous, notre nation, ou ton pays d'origine. Donc on parle de comment bâtir une société fonctionnelle. Et pour bâtir ces sociétés fonctionnelles, bah, il faut s'assurer que l'aménagement culturel et linguistique soit cohérent. Finissons sur une note plus légère, les tics de langage. Justement, Mme Faki, là, vous êtes consultante en rhétorique, donc vous y connaissez. Devons-nous sévir ou quoi penser des tics de langage? Bon, en France, ils ont plusieurs... en fait, en France, ils ont des trucs et des tics de langage très spécifiques, mais au Québec, on peut penser au là, puis tu sais, genre peut-être ce genre de tics de langage, des béquilles qu'on pourrait dire linguistiques. Quoi en penser et devons-nous tenter de sévir, d'éliminer ce genre de choses, surtout dans le langage public? Bah, tu sais, genre Philippe, moi, genre, je pense que la question, genre, est-ce qu'il faut bannir... Eh, vous voyez comment c'est fatigant, mon Dieu? Donc, à la question, est-ce qu'il faut bannir les mots béquilles? Bah, je dis non, mais est-ce qu'il faut les justifier simplement parce qu'ils sont fréquents? Encore moins. Donc, un mot béquille, c'est, voilà, tu l'as expliqué, c'est les fameux genre, c'est comme, ça marque une hésitation, ça comble un vide. Il y a des experts qui ont précisé dans l'article que ça signale aussi une appartenance générationnelle ou sociale. Ok, c'est vrai, mais plus qu'on les utilise, plus
ils nous utilisent. Donc ça devient des automatismes qui affaiblissent la pensée, la précision, le style. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la langue, c'est surtout un outil de pensée. Cultiver un vocabulaire riche, c'est cultiver une pensée riche, une pensée affûtée, une pensée structurée, c'est enrichir sa vision du monde. Et comment est-ce que tu peux prétendre posséder une culture littéraire sans avoir savouré, j'irais même digéré, la diversité de notre lexique. Donc bref, apprends, explore de nouveaux mots pour prendre rendez-vous avec toi pour mieux te connaître. Donc voilà, ça c'est mon pitch de vente pour éviter les mots béquilles. David Santa-Rosa, il nous reste 30 secondes à peu près. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est négatif, là, le surusage des tics de langage? Je pense que c'est négatif. Faut mettre ça en parallèle aussi avec le fait que dans l'école secondaire, l'école primaire, les présentations orales sont de moins en moins à la mode parce que ça crée trop d'anxiété chez les jeunes, il semblerait là. Donc, mais justement, souvent, ces tics de langage sont dus à un stress. Ben, il faudra peut-être se pratiquer pour réduire le stress. Amanda Faki, David Santa-Rosa, un grand merci. Au revoir. Merci beaucoup. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin. Ici Philippe Labrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.